Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'hiver 1773-1774, durant la fracture entre la couronne britannique et les 13 colonies d'Amérique du Nord, lesquelles font tout pour rallier à leur cause les Français du Canada. Vous voulez en savoir plus sur l'indépendance des États-Unis? Venez avec moi. Le 16 décembre 1773, à Boston, un groupe de colons, grimés et costumés en indiens mohawks et menés par des fils de la liberté, la frange la plus radicale et parfois violente des insurgés, s'empare de 3 navires de la Compagnie des Indes orientales, ancrés dans la rade. Les colons jettent à l'eau la cargaison de thé. Londres pourtant avait officiellement octroyé le monopole du marché du thé dans les colonies continentales à la Compagnie. Cet incident est depuis connu et célébré outre-Atlantique sous le nom de Boston Tea Party, au lendemain de cette action considérée sans doute à juste titre comme une très grave atteinte à l'autorité du roi et du Parlement. Boston va subir les foudres de la colère métropolitaine. Au printemps 1774, le Parlement à Londres vote en représailles 4 lois, appelées par les Britanniques correctives ou punitives et par les Américains intolérables. La première, Boston Port Act, ferme le port de Boston jusqu'à ce que les destructions occasionnées par la Tea Party soient réparées et le thé remboursé. La deuxième, Massachusetts Government's Act, limite considérablement l'autonomie politique du Massachusetts, la colonie où se trouve Boston, en remettant au gouverneur royal, au roi ou au Parlement beaucoup de pouvoirs jusque-là attribués aux colons. La troisième, Administration of Justice Act, autorise les officiers britanniques et les soldats à être jugés en métropole s'ils estiment qu'ils ne pourront bénéficier d'un juste procès dans la colonie. Enfin, la quatrième, qui s'applique aux demeures à toutes les colonies, permet au gouverneur de réquisitionner des bâtiments pour loger les troupes impériales. Ces lois émises par une métropole censée protéger les Américains sont perçues par eux comme d'une grande brutalité. Ils les rejettent toutes. À leurs yeux, celles-ci limitent pour la première fois de l'histoire leur autonomie, brisent la relation de confiance entre colonie et métropole qui doit être au centre de l'édifice impérial et axifient économiquement le port de Boston et par ricochet la colonie du Massachusetts. Craignant que la révolte américaine ne s'étende à d'autres provinces de son empire d'Amérique du Nord, la couronne britannique promulgue en juin 1774 une nouvelle constitution pour la province de Québec, conquise sur la France au terme de la guerre de 7 ans en 1763. Ces nouvelles dispositions, appelées Actes de Québec, étendent considérablement vers le sud et l'ouest les frontières de la province, qui inclut alors les États actuels de l'Illinois, du Michigan, de l'Ohio, de l'Indiana et du Wisconsin, soit une grande partie de la vallée de l'Ohio, région pour le contrôle de laquelle les colons américains avaient combattu aux côtés des Anglais pendant la guerre de 7 ans. L'acte de Québec restaure le catholicisme et supprime le nécessaire serment à l'église anglicane pour tous les officiels. Il prévoit la nomination par la couronne d'un gouverneur qui œuvrera dans un conseil, mais sans assemblée. Il rétablit le système seigneurial pour la distribution et la gestion des terres et restaure les lois françaises pour les affaires civiles, en accord avec les dispositions de la Common Law anglaise. Bien que la loi sur le Québec ne fasse pas partie de ces lois correctives imposées par Londres aux 13 colonies après la Boston Tea Party, les colons américains l'assimilent aux lois intolérables. Ils reprochent à Londres de privilégier les colons francophones catholiques, les anciens ennemis, à leurs dépens. Ils s'inquiètent aussi de voir que la province francophone empiète sur des terres déjà occupées par eux-mêmes, bloquant, ce faisant, leur progression vers l'ouest. Ils s'opposent en outre à la restauration de la religion catholique et des seigneuries qui constituent à leurs yeux des éléments teintés d'absolutisme. Enfin, est-il concevable qu'une province de l'Empire britannique soit dénuée d'assemblée législative, la pierre angulaire de la vie politique aux colonies? Les Américains invitent donc les Québécois à refuser cette loi britannique et à élire leurs représentants qui se joindront à eux au Congrès de Philadelphie. La province de Québec étant le seul anneau manquant pour compléter la chaîne forte et éclatante de l'union des peuples de l'Amérique septentrionale. Les Américains, cependant, ne manquent pas de rappeler aux Québécois: vous êtes un très petit nombre en comparaison de ceux qui vous invitent à bras ouverts à vous joindre à eux. Toute résistance paraît peu envisageable.
La crise entre l'Angleterre et les 13 colonies qui a débuté en 1763 entre en 1775 dans une phase décisive. En avril, à Lexington et à Concord, deux bourgades du Massachusetts, situées non loin de Boston, la guerre éclate entre les tuniques rouges et les milices américaines. En mai, le Congrès réitère son offre aux Québécois avec des mots plus durs envers les autorités britanniques, invitant les Canadiens à rejeter avec dédain les fers de l'esclavage malgré l'artifice qu'on aurait employé pour les polir. Au-delà de leur division face à la rébellion américaine, les Québécois considèrent dans leur majorité que celle-ci est une crise entre anglophones. Du reste, pense-t-il, peut-on faire confiance à ces colons protestants encore récemment ennemis et au demeurant si nombreux? Qu'aurait-il à gagner à se joindre à la lutte des 13 colonies méridionales contre l'Angleterre? Que partage le Québec avec ses provinces, hormis d'être également une colonie d'Amérique du Nord? Face au refus québécois, les Américains utilisent les armes. À l'automne 1775, le Congrès lance deux assauts vers le Québec. L'un mené par Richard Montgomery à partir de l'arrière-pays new-yorkais et en direction de Montréal. Le second conduit par Benedict Arnold à partir de Boston et en direction de la ville de Québec, plus au nord. Montgomery gagne Montréal à la mi-novembre. Le gouverneur britannique Guy Carleton est en partie assuré la défense de la ville de Québec. La reddition présentée par des marchands de la cité est obtenue sans affrontement. Les termes de cette capitulation sont généreux. Les citoyens et habitants de la ville de Montréal ne peuvent être déposés de leurs biens, gardent le libre exercice de leur religion, peuvent commercer librement et ne sont pas obligés de loger les troupes. En outre, les soldats prisonniers sont libérés. Hors de question pour les Américains de mener une action punitive. Bien au contraire, ceux-ci s'emploient à gagner les Canadiens à leur cause. Après les espoirs de l'automne 1775 marqués par la formation du premier régiment de volontaires canadiens engagés aux côtés des Américains, les succès militaires américains au Canada et la prise de Montréal, l'année 1776 débute sur de sombres perspectives. L'assaut contre Québec, bien entendu par les Anglais, secondé par des Français, se solde par une défaite et la mort du général Montgomery, le chef de l'expédition des insurgés. Malgré les appels du pied répétés au Congrès continental, l'Assemblée des 13 colonies, la grande majorité des Canadiens observe une prudente neutralité dans le conflit qui oppose la couronne aux colonies unies. En mars, le Congrès abat sa dernière carte, l'envoi à Montréal d'une mission diplomatique sous l'égide de Benjamin Franklin, Samuel Chase et Charles Carroll. Les trois émissaires arrivent à Montréal le 29 avril 1776. Benjamin Franklin comprend que sans argent, le projet d'alliance est voué à l'échec. Il prend le chemin du retour le 11 mai. Sur le terrain, l'armée américaine reflue. De retour en Pennsylvanie, Benjamin Franklin se heurte à l'intransigeance du Congrès, qui refuse tout soutien financier aux combattants canadiens. L'axe Montréal-Philadelphie est enterré. Les Américains vont alors se tourner vers l'ennemi juré du roi d'Angleterre, George III, le royaume de France. Et c'est encore Benjamin Franklin qui est dépêché sur place, où le précède sa réputation de scientifique et de philosophe. Arrivé en héros à Paris en décembre 1776, il presse Vergennes, le ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, de reconnaître les États-Unis. Ce sera chose faite un an plus tard. En décembre, les deux armées américaines se rejoignent pour l'assaut de la ville de Québec. Les Britanniques, assistés des milices canadiennes, non seulement résistent, mais font de nombreux prisonniers chez les Américains. Le général Montgomery trouve la mort, et Benedict Arnold est blessé au cours des combats. Devant cet échec, les insurgés décident en plein hiver de se retirer de la province de Québec. La colère américaine à l'endroit de Londres, cependant, ne faiblit pas. En juillet 1776, la déclaration d'indépendance introduit dans la liste des griefs contre le roi sa volonté d'abolir dans une province voisine le système libéral des lois anglaises, d'y établir un gouvernement arbitraire et de reculer ses limites, afin de faire à la fois de cette province un exemple et un instrument propre à introduire le même gouvernement absolu dans ses colonies. Autrement dit, la loi sur le Québec de 1774 menace géographiquement et politiquement l'intégrité et la cause des colons américains en y introduisant l'absolutisme. L'idée de convaincre ou de conquérir les Québécois perdurera chez les Américains pendant tout le conflit.
Surtout une fois que le marquis de Lafayette, puis la France, sera acquis à leur cause. Les Québécois, eux, feront le choix de rester dans l'Empire britannique et accueilleront même à la fin du conflit de nombreux loyalistes, ces Américains opposés à la guerre et à l'indépendance, restés loyaux à la Grande-Bretagne et à la couronne. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 21 janvier 1775, Emilian Poutchev, livré par ses cosaques au général Souvorov, est transporté dans une cage de fer à Moscou, où il est décapité. La répression sur les lieux de la révolte fait 15 000 victimes et se poursuit jusqu'en août. Le 15 février, c'est le début du pontificat de Pie VI. Il prendra fin en 1799. Le 21 mars 1775, Lucien Bonaparte est nommé académicien français. Comme on l'a vu, en proclamant leur indépendance le 4 juillet 1776, les colonies britanniques d'Amérique du Nord entament avec leur métropole un bras de fer sanglant qui bouleverse l'histoire. Une révolution qui signe l'acte de naissance politique des États-Unis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.